Chers collègues, chers amis, soyez la bienvenue au NIMAR, l'Institut néerlandais au Maroc. J'ai le grand honneur et le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici au nom de plusieurs collègues. Tout d'abord, notre cher ami, surtout Fatma Aït-Mous, de l'Université Hassan II de Casablanca, n'est-ce pas? Aussi au nom de Anouk Cohen, la directrice du Centre Jacques Beak, ici à 2 pas, et au nom de Baudouin Dupré, qui représente l'Institut des mondes africains. Donc finalement, ils se sont rendus compte en France qu'il y a plusieurs mondes africains. Et j'espère que dans l'avenir, il y aura encore d'autres institutions qui vont s'associer à ce séminaire. Aujourd'hui, c'est une session extraordinaire. C'est la session d'inauguration. Nous en avons parlé beaucoup dans les années passées. En fait, je pense, la dernière activité ici au NIMAR, juste avant le commencement de la pandémie, c'était justement cette belle journée d'études où j'ai vu pour la dernière fois, je crois, Anouk, en honneur de notre cher ami Hassan Rachik. Et c'est à cause de moi tout ça. Oui. Si vous n'avez pas encore compris. Il faut pas se sous-estimer, mais pas surestimer non plus, Hassan. Oui, je ne crois pas que c'est... Mais en tout cas, on n'a pas pu imaginer à ce moment que c'était le début d'une période extrêmement triste et morne, 2 ans que nous avons pu prendre un peu de repos, disons. Des années qui nous ont offert de belles choses. Par exemple, ce livre-ci, Devenir anthropologue chez soi, interpréter sa propre culture, c'est le dernier livre, mais pas le dernier, mais c'est le livre le plus récent. Bon, il y aura, j'espère, encore beaucoup de beaux livres que notre cher ami Si Hassan vient de publier. Et donc, on s'est dit, on va reprendre avec un événement majeur, c'est-à-dire la présentation de ce livre qui montre la vitrine et l'atelier, ou la cuisine, je ne sais pas. En tout cas, on est au balcon, mais on voit aussi Hassan entrer et bouger, si je peux me permettre de reprendre quelques expressions. C'est un livre écrit en français, mais qui s'inscrit dans une tradition internationale. Hassan fait beaucoup de références à ce passage de « nous », que j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre comme nom francophone aux Pays-Bas, à « je ». C'est un livre, je pense, extrêmement important pour l'anthropologie au Maroc, du Maroc. Je pense, mais c'est mon avis personnel, en fait, ce n'est pas le lieu de l'exprimer trop, mais c'est aussi un livre courageux, aussi courageux que le très beau livre de l'anthropologie des proches les parents, auxquels Si Hassan a dédié ce livre-ci. Donc, ce n'est pas la peine de vous présenter Hassan Rachik, en fait, je dirais Kalhashem. Hier soir, Fatma m'a envoyé un message de panique. Est-ce qu'il faut dire un mot? Je dis, c'est pas la peine de dire un mot à propos de Hassan. C'est peut-être la peine que Hassan va dire un mot à propos de nous, mais on n'a pas besoin de présenter Hassan Rachik. Je ne veux pas non plus présenter l'idée de ce séminaire que nous envisageons d'organiser ensemble pour se focaliser sur cette tradition très importante de l'anthropologie au Maroc, qui est justement, je pense, tout d'abord une activité marocaine aussi. Bonjour, cher ami. Marhaba bek. Donc, ce n'est pas le moment de présenter le séminaire. Je pense que j'espère que dans les mois à venir, on va reprendre ce séminaire sous une forme plus discrète. On va vraiment travailler. Aujourd'hui,
on fait travailler Si Hassan et on sait très bien que c'est un bosseur, qu'il aime travailler. Donc, merci beaucoup Si Hassan d'avoir accepté notre invitation d'inaugurer le séminaire avec cette conférence. Et avec ceci, je te laisse la parole. Bismillah. Merci à vous tous. Vous êtes 4. Voilà. Toi, Fadma, Baudouin et Anouk, merci. Il y aura encore Et merci aux institutions qui sont derrière vous. Bonjour. Je suis content effectivement de reprendre, c'est peut-être ma 3e conférence en public, après Covid. Et donc, je suis content, je n'ai pas hésité, même si vous m'avez invité il y a une dizaine de jours. Justement, et tu as tout de suite répondu. Oui, bien sûr. Moi, j'ai hâte de rencontrer les gens, tu sais. Alors, devenir anthropologue chez soi, c'est... la motivation, bon, je n'ai pas parlé ici, parce que ce n'est pas la peine. La motivation, c'est de partager une expérience qui n'est pas personnelle, même s'il part de la personne de Hassan Rachir, une expérience de ce qu'était l'anthropologie dans les années 80, 90 et après. C'est une sorte de témoignage. Mais un témoignage qui n'est pas un témoignage mémoire, c'est pas des mémoires, je ne raconte pas ce que j'ai fait, ni mes exploits, ni mes souffrances, etc. Donc vous avez ce genre de livre, c'est pas le... Et donc c'était en 2013, Baudouin, 2013 à Essaouira. 2014. Alors, 2014, Baudouin et le centre Jacques Berck à l'époque m'a demandé de parler de mon expérience. Je commençais déjà l'esquisse de ce livre. Et le titre était « Comment devenir anthropologue chez soi et le rester ». Et le rester, vraiment, c'est... Bon, j'ai sacrifié le rester parce que c'est un autre... toutes les contraintes du chercheur solitaire, du chercheur intégré dans des groupes, le CM2S, la chaire Paul Pascan, les ateliers, c'est un autre livre. C'est vraiment un autre livre, donc je ne vais pas parler de ça, c'est un autre livre. Alors, de quoi il s'agit? Ça va être vraiment dans un style télégraphique. Je peux pas parler de... Je vais parler un peu de l'esprit du livre, beaucoup plus que du livre. Il y a le problème du jeu dont a parlé Léon tout à l'heure. Et donc, je vais dire 2 ou 3 mots sur le jeu. Le jeu dont il s'agit ici, il a rappelé la métaphore de, bon, on peut pas, un jeu qui est écrit sur le jeu, et le jeu le soit, on peut toujours jouer sur les mots. Il est très difficile que quelqu'un se regarde du balcon en train d'entrer dans une porte. Donc, on n'a pas le don de l'ubiquité, on ne peut pas être partout, et donc on peut se voir dans un miroir, mais bon, un anthropologue n'a pas de miroir pour ça. Et je pense que c'est une image biaisée, parce qu'elle insiste sur la simultanéité de l'action. Le jeu dont je parle ici n'est pas un jeu instantané, c'est un jeu situé sur le plan historique. Il y a le jeu étudiant, je commence par mes études au lycée, la flamme marxiste-léniniste, la passion de lire, la passion du savoir, c'est également ça. Je parle de mes études à l'université, je parle surtout de comment je suis devenu chercheur. Alors, comment je suis devenu chercheur dans une faculté qui n'a pas de vocation, la formation de chercheurs à l'époque. C'était la formation des juges, des avocats, des caïds, des commissaires, etc. etc. On était une génération spontanée, hein, Mahdi, Mohamed Touzi et d'autres qui n'ont pas continué. Et donc, je parle également de ça, c'est le jeu, et puis je parle de ma conversion théorique, de l'analyse structurale à un autre paradigme, ou d'autres orientations théoriques qui insistent sur l'action sociale, la motivation, le sens, les processus, que je gardais jusqu'à présent. Bref, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu instantané, ce n'est pas un jeu, je me gratte la tête et puis j'écris sur moi-même.
Déjà à Essaouira, j'ai insisté sur les deux médiations. Une médiation empirique, mais carnée, de terrain, qui était bien tenue, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait rien, il y avait rien à la fac, il y avait rien. Donc c'était, je vais en parler tout à l'heure, c'était swim or die. Voilà, plonge. Et puis barbote, fais ce que tu veux. Donc il y a une médiation empirique, et vraiment je conseille tous mes amis, et je serais heureux, je ne vais pas dire ici, bon il y en a beaucoup ici, en tout cas tous ceux qui ont dépassé la soixantaine, de nous dire quelque chose sur leurs expériences académiques. Je suis vraiment, j'aimerais quoi. Et c'est un plaisir parce que c'est un voyage dans ces carnets, dans ces fichiers, un retour sur ces livres. Des fois, j'oublie, je parle de conversion, j'oublie que j'en ai parlé dans Sacré et Sacrifice. Et c'était les prémices. J'étais mal à l'aise avec l'analyse structurale, je le dis à la fin de la conclusion, quand je relis, j'ai tout fait ça. Également pour le sultan des eaux. Donc il y a une médiation empirique. Donc, c'est comme si vous regardez un album photo, hein, donc vous avez 60 ans, mais bon, vous regardez quelqu'un qui avait 10 ans ou 12 ans, etc. C'est pas le même jeu. Et la médiation la plus importante, c'est la médiation théorique. Je me suis appliqué, en gros, le même schéma théorique, le même canevas théorique que j'ai appliqué à mes collègues américains et à mes collègues marocains. Américains, français, anglais, etc., dans le proche et le lointain. Et mes collègues marocains dans un livre coécrit avec un anthropologue saoudien sur le Momarasa, c'est en arabe, sur la pratique de l'anthropologie au Maroc. Donc je me suis appliqué, donc c'est pas un jeu romanesque, c'est un jeu d'anthropologue qui s'applique les mêmes, c'est-à-dire quelles sont tes orientations théoriques, quels sont tes préjugés, tes orientations culturelles, je les trouve dans les cahiers. Dans mes cahiers, non, je les trouve également dans mes livres. Quelle est ta position sociale? Quelle est la différence entre Hassan Rachik, le chercheur, et Hassan Rachik, le consultant? Quelle est la différence entre le terrain du consultant et le terrain du chercheur? Et ainsi de suite. Donc des questions que je peux poser à n'importe quel autre anthropologue. Sauf que je suis, on va dire, je suis mieux documenté. Donc pour les autres anthropologues américains, pour les Marocains, il fallait lire les entretiens, leurs biographies, les nécrologies pour les autres, hein, pas pour les nécrologies, c'est-à-dire pour découvrir des choses. Pourquoi Gellner est venu ici, il ne le dit pas dans le Haut-Atlas. Comment il est venu au Maroc? Comment Geertz est venu au Maroc, il ne le dit pas dans le bazar, ou dans Observer. Il va le dire dans des entretiens, etc. Moi, j'ai cet avantage. Donc, je me connais. Il y a la mémoire vive qui fonctionne toujours. Parfois, il est ravivé par il y a des scènes que j'ai oubliées, mais qui sont ravivées par mes lectures à la fois des livres et des carnets. Donc, un jeu situé théoriquement, médiation empirique, médiation théorique. L'objectivité, pour moi, c'est tout simplement de tenir compte, c'est un jeu qui tient compte de ces conditions-là, des concepts qu'il a utilisés, de sa position d'homme, de consultant, de citadin, et ainsi de suite. D'homme, je parle du sexe, pas de sexe masculin. Alors, voilà pour le jeu. Donc je pense que je peux me regarder, voilà, j'ai un carnet, Hassan Rachik peut se regarder et voir. J'ai eu ce problème, voilà comment je l'ai dépassé, etc. Donc cette question-là n'a pas beaucoup de sens pour nous. Ce n'est pas un jeu solitaire. Je parle de mes profs, je parle de mes collègues. Certains même m'ont remercié parce que j'ai fait un peu leur histoire, hein, sans qu'ils me le demandent. Donc Paul Pascan, Abdallah Hamoudi, Mohamed Tozi, Mohamed Mehdi et d'autres, Rahma Bourqiya et d'autres. Donc ce n'est pas un jeu solitaire, il évolue dans un contexte académique et politique. La place du rural, le rapport à l'anthropologie, etc. Je ne vais pas me... Et le dernier point de ce jeu, c'est que
mon objectif était d'atteindre un degré d'abstraction qui permet la comparaison avec d'autres expériences. Ce n'est pas une expérience idiosyncrasique. Et je suis très content parce que des collègues étrangers et marocains soit m'ont écrit, soit m'ont appelé pour dire que je ne connais pas. Hein. Donc, le fils de Vernon, que je ne connais pas, m'a téléphoné, m'a dit bon, je me retrouve dans beaucoup de choses, etc. Donc, je suis content, c'est bien. Ça veut dire que l'expérience anthropologique n'est pas une expérience personnelle au sens strict, il y a toujours la personne. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose. Nous ne sommes pas des personnages interchangeables, mais non plus, nous ne sommes pas des personnages abstraits. Donc voilà sur le jeu, j'en parle très, très rapidement dans l'introduction, parce que c'est pas... Alors, l'intérêt du livre, ça m'a pris beaucoup de temps parce que pour les 3 premières expériences de terrain, c'était jour par jour. Ce que j'ai fait jour par jour. Bien sûr, je ne raconte pas tout. Je raconte ce qui a un sens pour l'expérience anthropologique. D'accord ? Et il fallait avoir, bien sûr, des carnets bien organisés, avec des index, etc. etc. Alors, j'ai commencé par mon premier terrain, pas loin d'ici, chez les Zemmour, 3 tribus Zemmour. C'était mon diplôme d'études supérieures, c'était en 1980. Je ne savais même pas si le terrain pourrait être réfléchi, je ne savais même pas qu'est-ce que c'est que le terrain. Tout ce que je savais, c'est qu'il faudra prendre un taxi, avoir une petite grille de questions. Qu'est-ce que c'est que la tata, qu'est-ce que c'est que ceci, quelles sont les relations intertribales, quelles sont les guerres intertribales, Al-Qaïd, etc. C'était vraiment très très rapide. Je n'ai pas osé, mais je l'ai scanné. Mon cahier de terrain, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Mais je vais le scanner et le partager parce qu'il y a des étudiants, je pense beaucoup plus aux étudiants jeunes, pour ne pas commettre la bêtise, parce que ce n'est pas une bêtise, on apprend sur le tas. Et je suis également pour un apprentissage sur le tas. Je suis pour un apprentissage formel, bien sûr, il ne faut pas apprendre. Et donc c'était le début. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Swim or Die. Et je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti parce que j'avais l'intuition à l'époque que l'orientation théorique était ma torche. C'était Weber, la bureaucratie, l'idéal typique de Weber sur la bureaucratie m'a aidé. Maintenant, je dis à mes étudiants, c'est un modèle de rédaction, c'est un modèle de réflexion, mais ça m'aidait à écrire. J'avais quelque chose, j'ai bénéficié du séminaire de Bruno Etienne sur tradition et modernité, et puis bon, voilà, tradition, modernité, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris sur tradition, modernité, j'étais allé sur le terrain pour décrire la modernisation de 3 tribus Zemmour. C'est une intuition, je le jure, hein, je peux le jurer, c'est une intuition. J'ai pas lu, comme maintenant on dit aux étudiants, orientation théorique, proposal, etc., guide de description et tout ça, on le dit. Bon, maintenant c'est relativement formalisé. Et même avec ça, on a des surprises, hein, donc c'est pas gagné. Et donc j'ai pris tout simplement quelques questionnements théoriques par rapport à mon terrain, et comment j'ai évolué, comment j'ai réfléchi mon terrain. À l'époque, j'étais vraiment très sincère et très honnête avec moi-même pour ne pas mélanger les 2 temps. Le temps où je connais pas mal de choses et le temps où voilà ce que je connais à l'époque. Ne pas surdéterminer le passé. Ne pas faire comme si tout était clair dès le début. Donc il fallait vraiment être très proche de ces carnets de notes, très proche de ces publications, ne pas sauter, etc. Donc voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pas fait. Et c'est très difficile. Heureusement, s'il n'y avait pas les carnets de notes, on ne peut pas, parce que bon, tout devient vague par la suite. Tout devient vague. Alors, par exemple, quelques questions, hein, juste pour vous dire comment. Le rapport aux informateurs. C'est l'une des questions méthodologiques de tous les anthropologues, et pas uniquement les anthropologues, tous les social scientists qui travaillent
sur le terrain, qu'il soit sociologue, ou historien, ou géographe, etc. Et donc, il y a le rapport à l'informateur, je dis que je n'ai pas réfléchi à l'époque, de cette manière, mais j'avais le sentiment, j'avais également l'intuition, je parle beaucoup d'intuition, il y a le bon sens également, il faut pas... La méthode, c'est tout simplement une organisation du bon sens, hein, il faut pas non plus négliger le bon sens. Le bon sens, c'est bon, pour telle personne, il faudra donner de l'argent, pour telle personne, il faudra un cadeau, parce que c'est honteux de lui donner de l'argent, et pour telle personne, un cadeau ne veut rien dire, parce qu'il a beaucoup besoin d'argent, et comment faire, etc. Et c'était vraiment le bon sens. Je l'ai réfléchi par la suite, bien sûr. Je l'ai organisé, je l'ai réfléchi par la suite. Et donc, être également sensible au type de rapport avec les informateurs. L'informateur avec qui vous allez parler une fois, et un informateur que vous allez remercier dans la préface, parce que vous l'avez interrogé plusieurs fois. C'est différent. Le rapport, et je le dis déjà dans le proche et le lointain, parce que l'informateur, à un moment, surtout Bouhlib, Hussein Bouhlib, à un moment, il comprend ce que tu veux dire. Il comprend le sens. Et donc, il faudra être dans... Donc, n'organise pas les choses parce que tu es devant un anthropologue, etc. Ça, maintenant, je le dis de façon claire, mais bon, à l'époque, j'essayais un peu de faire cette distinction entre les informateurs. Je n'ai remercié personne, aucun informateur, dans mon livre sur les nomades. Aucun. C'est pas que je suis ingrat ou que je suis malhonnête ou que je suis, etc. C'est que c'est la morphologie, je reviens encore à la réflexion théorique, la morphologie des nomades fait que je ne peux pas rencontrer plus de 2 fois le même informateur. Alors que Soueka à Enlil, bon, des fois tu te dis, Baraka, ça va, j'ai assez d'informations, ça va. Et donc, ces petites choses-là, qui sont en rapport avec le terrain, avec le rapport aux informateurs, que je sentais à l'époque. Je dis, bon, le postmodernisme, la réflexion, la réflexivité, c'est à partir de 93, pour moi 92. Moi, mes terrains, je les ai déjà faites. La réflexion sur le terrain, sur l'informateur, j'ai commencé à les lire à partir de 93, et surtout lors de mon séjour à Princeton. Et le grand manifeste des postmodernistes, tu le connais, c'est 4 ans plus tôt, hein, 4 ans plus tôt, Writing Cultures. 4 ans ou 5 ans plus tôt, donc c'était des questions relativement fraîches. Alors, la conversation ordinaire, ça je l'ai fait par le bon sens, donc arrête Hassan, toujours avec ton cahier, ton crayon, tu peux parler aux gens comme ça. Donc, laisse-les parler. Laisse-les voir quelles sont les questions qui les intéressent. Et donc, j'étais comme ça, dans des réunions. Parfois, je les provoquais, parfois chez l'épicier, parfois, je raconte tout ça. Donc, parfois. Et c'est très important parce que tu n'as pas l'anthropologue. Quand il y a un guide d'entretien, donc c'est lui qui conduit, etc., etc. Même des fois, je laisse, bien sûr. Je ne suis pas dirigiste dans les entretiens. S'il me parle de ses problèmes avec son épouse ou avec ses bêtes ou avec sa vache, etc., je peux rester 1 heure en train de l'écouter. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Mais parfois, c'est bénéfique pour la recherche. Donc, la conversation ordinaire, maintenant, on peut la pousser. On peut dire aux étudiants, vous êtes sur le terrain, donc voilà, vous allez interroger un prêtre, prenez un café avec lui. On ne sait jamais, donc il y a des petites choses qui... Sur mes préjugés, il y a 2, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup. Sur les préjugés, c'était en 1985, c'était le premier Ma'rouf que j'allais observer. Et c'était Indair, le Ma'rouf d'Indair, c'était le 13 janvier. Hein, le 13 janvier grégorien, mais le 1er janvier filaï. J'étais allé avec mon épouse. Il n'y avait pas d'enfants à l'époque, donc on pouvait circuler librement. J'attends le 1er jour, le 2e, le 3e, le 4e.
c'est un rituel fixe. Hein, c'est la veille d'Innair. Rien, 4-5 jours, je suis retourné, pas bredouille, parce que j'avais des scénarios sur des scénarios et des descriptions sur le rituel. Mais j'ai compris par la suite également, j'ai compris déjà à l'époque, que mon préjugé, c'est le calendrier festif national et religieux. Qu'il vente, qu'il pleuve, la fête du 30, ça va être le 30 juillet ou le 3 mars à l'époque, le Eid al-Fitr, peu importe, la fête du sacrifice, peu importe. Et là, j'ai découvert qu'il y a une sorte d'indétermination temporelle. Et pourquoi? Parce que ça dépend de l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas encore prête, il fait froid. Il faudra moudre le grain, il faudra faire ceci et faire cela, etc. Beaucoup de choses. On ne l'a pas fait, c'est pas grave. Dans une semaine, dans 20 jours. C'est pas comme l'anniversaire de Fadma, il faut le fêter aujourd'hui. Que de coucoute. Et il faut le cadeau. Que de coucoute. Et donc j'ai compris ça, et par la suite, en travaillant sur le calendrier rituel, je commence souvent, même chez les nomades où il y a très peu de rituels, pour dire, bon voilà, votre calendrier agro-pastoral. Qu'est-ce que vous faites depuis octobre jusqu'à septembre? Et je prends, qu'est-ce que vous faites? Les labours, il y a un rituel, les soucis, il y a un rituel, etc., etc. Et les rituels fixes, en dehors du Moussem de Sidi Chemaroche, le 22 jeudi, le jeudi après le 22 Filahi, c'est quand le noyer fleurit, ou quand l'orge, couvre le sol. Je traduis du berbère. Couvre, etc. Il n'y a pas le 14, le 20, le 28, etc. Voilà, c'est un calendrier. Et ça, c'est des préjugés. Donc, je peux rester 2 heures sur ça. Donc, ma conception du temps en tant que citadin qui était à l'école, etc., avec Tariq, etc., avec un calendrier, avec un agenda, et la conception du temps des gens qui est très dilatée. Très dilatée. Et donc, on n'a pas la même conception du temps. Mais j'étais allé avec le préjugé de... Par la suite, bien sûr, j'ai compris que il fallait être une semaine avant et attendre. Et si le rituel n'est pas célébré, ça m'est arrivé plusieurs fois, ce qui a compliqué un peu mon observation du rituel. Alors le deuxième préjugé, c'est toujours lors de l'observation du Ma'rouf Innair. J'étais avec mon épouse et puis il y avait une phase du rituel qui était accomplie par des femmes, le sacrifice au genou. Je ne pouvais pas parler aux femmes, notamment au début. Et donc j'ai demandé à mon épouse, avec un guide de description assez détaillé, de parler avec X, Y, etc. Je connaissais un peu les noms des officiants. Et pour moi, c'est résolu. Tous les anthropologues faisaient ça. Donc quand on lit un peu les expériences des anthropologues, ils faisaient travailler leurs épouses, les 3 points de suspension. Les 3 points de suspension. Et donc, Victor Turner, Clifford Giles, sa femme travaille également, il était anthropologue. Mais pour les autres qui n'étaient pas anthropologues, ils étaient là avec leur mari, des fois avec 2 enfants, etc. Donc c'était difficile. Donc j'ai fait de même, mais c'était l'unique fois. Hein. C'était l'unique fois, donc je ne suis pas si 3 points de suspension que les autres. Alors, préjugé, c'est résolu. Et puis mon épouse vient, énervée, ils ne veulent pas me parler. Ils disent que ce n'est pas la peine, que ce n'est pas des choses sur lesquelles on veut parler, etc., etc. Je me suis dit, bon, très bien. Voilà, une petite gifle pour l'anthropologue qui a réduit son épouse à son sexe, une femme. Et les autres n'ont pas vu la femme, ils ont vu la citadine et une fille instruite avec un blue jean et des lunettes, etc., etc. Et donc on ne peut pas converser sur le rituel, sur le sacrifice aux genoux, etc., etc. Voilà ce genre de préjugés qu'on peut avoir à l'égard du nomade, qu'on peut avoir à l'égard du citadin, etc., etc. Et on ne peut pas les connaître, ces préjugés. Donc, même si vous dites à vos étudiants, attention, les préjugés, c'est rien. On tombe vraiment dedans.
les yeux fermés ou les yeux ouverts même. L'autre, c'est pas un préjugé, mais c'est le choc du citadin également, c'est quand j'ai observé le deuil autour d'une vache. Ah ça, je le décris, c'est terrible pour moi. Ben, une vache, c'est une vache, hein, il va à l'abattoir, et basta. Ça, c'est le citadin. Le citadin n'a pas côtoyé la vache, il n'a pas bu son lait, il ne l'a pas gardée, il ne l'a pas conduite, etc. C'est un objet économique. Et je découvre que ce n'est pas uniquement un objet économique. Et puis je vais lire sur le sacrifice, etc. etc. Je vais découvrir que ni le champ, ni les rabattre, ni l'arère, ni même l'autre abattre, takshul, tout cela, ce ne sont pas des objets, c'est des êtres pour les paysans. Il y a des rituels, il y a des précautions à prendre, etc. etc. Donc voilà, en gros, quand je dis cela, c'est-à-dire, ça c'est ma médiation théorique. Quelle est ta position de chercheur, homme, citadin, etc. Et comment ces orientations culturelles peuvent orienter votre observation. On n'est jamais vigilant. On ne peut jamais être vigilant. Mais cette réflexivité, on ne l'utilisait pas à l'époque, maintenant on l'utilise à tort et à travers. La réflexivité, c'est réfléchir un peu sa pratique. Soit une fois faite, une fois la bataille terminée, une fois la guerre terminée, on peut en parler mais vraiment de façon très froide, mais pendant la guerre et pendant la bataille, on ne peut pas être au four et au moulin. Alors, sur le modèle et l'empirie, etc., je parle de... Je pense que trois exemples suffisent, mais je parle de beaucoup de choses sur le rapport entre le modèle théorique et l'empirie, le modèle de sacrifice et l'empirie, etc., à la fois chez les sédentaires et chez les nomades. L'autre dimension, c'est pas vraiment le terrain, l'observation sur le terrain, c'est l'écriture. Pas observation, l'autre dimension, je veux dire. L'autre dimension à laquelle j'ai donné assez d'importance, il y a même un chapitre sur l'écriture, le bureau et le terrain. L'écriture sur le terrain et l'écriture au bureau. Et je pense également que là, il faudra le dire et le répéter surtout pour les étudiants, pour les jeunes étudiants, c'est le... Moi, mes collègues me disaient, bon, je vais pas citer leur nom, ils me disaient, tu es fou parce que je ne dors pas avant avoir mis au propre mes carnets de notes. Et si je ne le fais pas, si je suis fatigué, c'est le lendemain, 6 heures, etc. Et donc, je ne passe pas, le deuxième jour, si je peux le sacrifier, je le sacrifie. Si je ne peux pas, à ce moment-là, Et donc, l'écriture sur le terrain est un travail de bureau pour moi. Et le terrain n'est pas un espace physique. C'est pas parce que je me suis déplacé chez les nomades, près de Figuig ou dans le Haut-Atlas, que tout ce que je vais faire, c'est du terrain. Donc il y a un moment de bureau, tout en étant sur le terrain. Et ça, je parle de Hassan Rachid, qui est très proche de son terrain, qui peut faire des vols, des séjours assez courts et fréquents, 1 semaine, 15 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend. Je ne parle pas de l'anthropologue qui vient s'installer pendant 2 ans. Pour lui, terrain et bureau sont relativement mélangés, même si pour certains anthropologues, il parle beaucoup plus de bureau lorsqu'il est dans le bureau, lorsqu'il retourne, lorsqu'il manipule un peu ses carnets de notes, ses schémas, ses photos, etc., ses interviews et d'autres. Donc c'est important de le dire parce que le terrain et le bureau sur le terrain, ce n'est pas l'espace physique, ce n'est pas un espace, c'est un type de sociabilité. C'est être solitaire, ne pas être dérangé ni par le collègue, ni par un informateur, ni par le gardien, ni par l'hôte qui t'accueille, etc., etc. Et donc, je parle un peu de ces conditions, je ne vais pas le détailler maintenant, mais je parle de quelles sont les petites astuces, encore intuition, je vais un peu
vous embêtez avec ça, les petites astuces. Et qu'est-ce que c'est qu'écrire? Quelle est la sélectivité depuis le premier entretien, depuis la première observation qu'est-ce que ce qu'on appelle en anglais les jotting, les notes brèves que j'ai mis dans le livre. Et donc les notes brèves, j'ai un cahier de brouillon à part et un cahier propre. Le cahier de brouillon, c'est Ma'rouf, la femme a fait ceci, donc c'est vraiment très, très court. C'est 1 page, 2 pages pour me rafraîchir la mémoire le soir. Et commence déjà la sélection. Déjà, la sélection commence parce que vous allez choisir telle chose, vous ne pouvez pas tout décrire. Et donc, j'ai réfléchi un peu sur ça à partir de mes cahiers de brouillon. Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai raté? Parce que maintenant, après mon expérience, je parle également de ce que j'ai raté. Y compris un préjugé, l'égorgement, le sacrifice que je n'ai pas décrit. Parce que là, je suis citadin. Aïd Kbir. Voilà. Ça, je sais, je connais. C'est même pas la peine. Alors, vous n'allez pas trouver un mot, mes premières descriptions, un mot sur. Je regarde. Tout ce que j'ai noté, c'est Tslim. Parce qu'à Casablanca, on ne dit pas Tslim. Voilà, Tslim. Et c'est pas facile de décrire par la suite, même c'est l'égorgement, c'est pas facile. Bref, pour ne pas me perdre, l'écriture, les notes de terrain. Il y a, je sais pas, il y a 6 ou 7 mois, les étudiants de Casablanca m'ont invité pour parler des notes de terrain. Qu'est-ce que c'est que les field notes? Qu'est-ce que c'est que les notes? Qu'est-ce que c'est que des notes de terrain? Et donc j'en parle également à partir de mon expérience, mais à partir des expériences des autres, etc. Ça, c'est l'écriture sur le terrain. Mais on est déjà dans la phase bureau. On est déjà dans quelques petites interprétations, quelques bouts d'interprétation. D'accord? Ce n'est pas la description, mais comme je conseille à mes étudiants, première description, il ne faudra pas organiser, il ne faudra pas mélanger les pinceaux, il faudra respecter le flux des événements, le flux de la description. Si une personne me parle du sel à la minute 3, et à la minute 20, et à la minute 40, je vais les maintenir séparés. Ça, c'est la description sur le terrain. Pour que je sache quelle est la dynamique de cet entretien. À quel moment il m'a parlé du sel, à quel moment je l'ai provoqué, à quel moment, etc. etc. Le deuxième aspect de la description, c'est l'organisation. Et ça, c'est Hassan Rachid, c'est l'anthropologue, c'est le chercheur qui commence à une fiche sel où il y aura tout ce que j'ai appris sur le sel. Cahier 1, cahier 2, cahier 5, cahier 8, page 2, page 3, informateur. Et là, j'organise, bien sûr. Là, j'interviens. Mais j'interviens. Alors, ça, pour l'écriture, je vais pas trop détailler ça, mais je vais parler de 2 choses. À propos de l'écriture de bureau, tout ça c'est mes séminaires également avec mes étudiants, hein, donc je l'oublie pas, j'en parle un peu. Alors je vais parler de l'angoisse cognitive. Je ne sais pas si quelqu'un l'a utilisé avant moi ou pas. De toute façon, c'est pas important. C'est pas important. De l'angoisse cognitive, c'est en rapport avec le bureau, que chacun de vous a expérimenté à un moment donné. C'est le moment d'El Dora, le moment du vertige, le moment on ne sait plus où on est. Puis on sait même pas si on va s'en sortir. Je ne parle pas de l'angoisse de terrain. Est-ce que je vais mener le terrain? Est-ce que le qaïd va m'accepter? Est-ce que les informateurs vont m'accepter? Est-ce qu'on va me parler? Etc. Ça, c'est une autre angoisse très facile à surmonter. L'angoisse cognitive, est-ce que, Hassan Rachid, est-ce que tu peux interpréter le ma'rouf? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi les nomades se sont sédentarisés? Et ça, au départ, c'est vraiment très angoissant parce que c'est pourquoi le terrain est pénible et c'est pourquoi j'ai arrêté le terrain au bout de 10-12 ans. C'est impossible de faire le terrain toute sa vie. Bon, il y a des collègues qui le font, tant mieux. Ils sont plus costauds que moi.
Mais cette angoisse-là, à la fois l'angoisse de terrain, en rapport avec les gens, en rapport avec les autorités locales, en rapport avec... etc. Et cette angoisse cognitive, et à quel moment, je le décris dans le livre, à quel moment il y a ce schéma interprétatif où tu te dis, ouf, je suis au bout du tunnel. Les choses commencent à s'organiser un peu. C'est encore un schéma interprétatif ou un schéma explicatif comme chez les nomades. Et ça, je le décris également, c'est le charme de l'écriture et c'est le charme également, c'est le plaisir de la recherche. C'est une fois que tu découvres que le sel est en rapport avec la gauche et la gauche est en rapport avec ceci et ceci est en rapport avec cela. Et bon, le puzzle commence à fonctionner. Donc voilà le type de la rédaction de finale. Donc quand est-ce que Hassan Rachid doit dire bon basta, le ma'rouf, tu l'as décrit, il faut terminer, il faut aller, etc. Parce que j'étais un peu hésitant. J'ai observé en même temps le Moussem de Sidi Chmarouch et j'allais faire Ma'rouf et Sidi Chmarouch. Et comme j'étais mal à l'aise avec l'analyse structurale, bonne intuition encore, arrête, soutiens ta thèse, et puis bon, Sidi Chmarouch, ça va être le deuxième livre, le citant des autres. Et ça, c'est des choses à réfléchir plus tard. Mais sur le champ, je peux vous assurer que tout ça, c'était vague. C'était comme préparer un voyage, c'était comme acheter une jaquette, etc. Il y a le bon sens, c'est cher, c'est pas cher, la couleur, etc. Donc, il y a une petite réflexion, mais pas une réflexion systématique et théorique comme j'essaie de le faire, tout en séparant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur la rédaction finale, sur toutes les questions maintenant, sur les effets de la mise en culture de la mise en texte d'une culture orale. Jack Gaudier, donc, qui m'a sauvé, déjà dans Sacré Sacrifice. Voilà. Vous avez l'outil écriture, mais ceux que vous décrivez n'ont pas cet outil. Ils n'ont ni le tableau, ni la généalogie, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, d'organiser, de formaliser lorsque vous faites passer une culture orale, vague, schématique, éphémère, dans un texte? Et quels sont les garde-fous, quelles sont les limites à ne pas dépasser? Je ne dépasse jamais, je l'ai dit, peut-être pas dans ce livre, mais je l'ai dit, je dépasse pas jamais le deuxième étage. Parce que le troisième étage, théorique, c'est vraiment... vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Donc je reste relativement collé à mon ethnographie. Par la suite, c'est la liberté un peu et la surdétermination interprétative. Donc voilà un peu, c'est des choses en rapport avec le terrain, avec l'écriture, avec mes 3 expériences de terrain, l'oriental et chez les sédentaires. L'esprit du terrain, c'est la deuxième partie de mon expérience. Je lui ai consacré juste un chapitre. Mais l'idée est de dire, bon, tu fais plus de terrain. Je le dis, je l'ai répété plusieurs fois, je l'ai écrit, mais je serais malheureux si je commence une deuxième phase de ma carrière sans avoir, disons, profité, sans avoir gardé quelque chose de mon expérience pour affronter ma deuxième étape. Je serais malheureux si c'était 2 étapes séparées et pas continues, pas que l'une donne sur l'autre. Qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai gardé la passion pour une description fine. Même quand je travaille sur l'Afrani, ou sur Abdo, ou sur Hassan al-Banna, etc., peut-être que les gens ne vont pas faire attention à un moment où Hassan al-Banna va prendre le costume au lieu de l'abaya à 16 ans, etc. Peut-être, je dis bien peut-être. Peut-être qu'ils ne feront pas attention à la pipe de l'Afrani. Je dis bien peut-être, j'en sais rien. Et donc, le goût de la description, mais une description orientée, bien sûr, théoriquement également. Les acteurs, donc je dois toucher les acteurs, même dans une documentation, dans une recherche
ou la documentation de seconde main. Et d'autres choses de ce type, les processus sociaux, donc comment prendre en considération un processus social, etc., les motivations des gens, le sang. Et donc j'ai commencé à le faire dans Symboliser la Nation. 2003, c'était publié en 2003. Donc, et là, j'ai découvert, et je dis chapeau aux historiens, j'ai découvert combien faire ou décrire des processus historiques est plus terrible et plus difficile que d'écrire des processus à l'aide des informateurs ou à l'aide de l'observation. C'est terrible. Donc je n'ai pas fait de la grande histoire, j'ai essayé de décrire de façon très rapide la contestation du Daïr berbère à Salim. Et donc, être sensible au témoignage des gens fait partie de l'esprit du terrain. J'ai vu la description des contestations, je suis resté sur mes fins. Il n'y a pas de processus, les acteurs ne sont pas là, etc. Et ces témoignages qui sont vraiment très, très lapidaires, mais ça m'a donné au moins les témoignages et d'autres écrits sur le Daïr, sur la contestation. Et donc ça m'a donné l'idée de décrire les espaces, même si c'est vraiment très, 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 très élémentaire. Donc, Nadi al-Islami, Nadi al-Adabi al-Islami, ils se sont rencontrés dans une plage, ils se sont rencontrés dans une maison. Et donc, finalement, petit à petit, la contestation du Daïr a été précédée par plusieurs actions. L'information d'abord. Comment, pourquoi ça l'est? Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Sbehi, qui travaillait, qui était un traducteur et qui travaillait dans l'administration. Il était assez âgé pour l'époque, une trentaine d'années, et qui avait l'information, et qui est venu voir Abou Bakr al-Qadiri, qui avait 16 ans, et d'autres, Hajji, qui était un peu plus âgé, et d'autres. Et donc il y avait des noms, il y avait des acteurs, il y avait des noms. C'est pas le Daïr berbère comme ça dans l'abstrait, donc quelque chose qui s'est déclenché, on ne sait pas comment, etc. Latif, voilà ce que Latif, ils sont sortis de la mosquée, ils ont dit Latif, qu'est-ce que c'est que Latif, etc., des choses comme ça. Et donc ça m'a aidé à décrire même en pointillé le processus de contestation. Je continue à le faire pour Fès. Il y a une très belle description de Hassan al-Wazzan. Quand on est dans l'histoire, c'est un autre réflexe. Donc Hassan al-Wazzani. Donc il y a d'autres descriptions, mais l'essentiel c'est d'être sensible aux acteurs, d'être sensible au fait, au ce moment d'hésitation, au ce moment où lui, Sabihi, vient leur dire At-Turab, il utilise le mot territoire, est en danger. Les Français vont diviser le territoire. Et les autres leur disent, bon, tu sais, la question de l'Ouatan et Turab, maintenant, très difficile de mobiliser les Marocains. N'oubliez pas 1926 Atatürk, c'est ça 1920 ou 26 Atatürk, le Ouatan, etc. C'est Atatürk, c'est 1926. Corrigez-moi. Bon, peu importe, les années 20. Les années 20 où... Et donc, ils ont fait rappeler, regarde, l'Ouatan, et puis l'Ouatan, avec la sécularisation, la patrie n'était pas bien vue, etc. Ce n'est pas une notion avec laquelle on peut mobiliser. Et il y avait une hésitation. Et donc, dans l'histoire, il y a toujours ces carrefours qu'on ne décrit pas. Donc, ce n'est pas une autoroute, c'est pas que depuis... Et il y avait une discussion, des hésitations, et puis finalement, bien sûr, ils ont opté pour le Latif, etc. Donc voilà, très grossièrement, voilà le type de sensibilité. Mais également la fête du trône, décrire la fête du trône en tant que symbole de la nation. Je suis anthropologue, je suis beaucoup plus sensible à ce qui est symbolique, festif, etc. Moi, j'étais un peu surpris que la fête du trône n'a pas été décrite. Je me trompe peut-être, je ne suis pas exhaustif peut-être, mais bon. Il n'y a pas de description de la fête du trône, il y a une description de beaucoup de choses autour du mouvement national, mais très peu de choses. On peut toujours me corriger, je travaille dessus. Donc.
Alors, sur Romo Beldi, c'est un peu avant, c'est 1993, 92. Bah, juste, voilà, je ne vais pas en parler, hein, mais juste le rappeler, c'est l'organisation domestique des Marocains, comment ils organisent l'espace en termes de traditionnel et moderne. Qu'est-ce que ça signifie pour l'espace, qu'est-ce que ça signifie pour le costume, que j'ai par la suite également développé, costume Beldi, Zeyl Islami, et quoi encore, l'Asri, donc moderne. Sur mes parents, ça a été rappelé tout à l'heure également. Ma mère, une bonne ethnographe, une très bonne ethnographe, donc il faudra vraiment l'arrêter. Enfin, il fallait l'arrêter maintenant, elle est décédée hein, il y a quelques années. Et donc, depuis 1982-83, surtout ma mère, mon père également, pour certaines choses, qu'est-ce que vous faites, les cigares, voilà, j'ai observé, sacrifier avec la main gauche, est-ce que vous faites la même chose? Oui, on fait la même chose, c'est Assif, c'est ceci, etc. Mes carnets, je parle, 1983, jusqu'à... Où il est mon portable? Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas le portable. Mais à un moment, je n'enregistrais plus, hein, donc il faudrait à un moment, j'étais... Bien. Donc il y avait ces entretiens, ces conversations ordinaires, encore une fois. Baudouin, les conversations, tu aimes bien toi. Donc les conversations ordinaires, c'est pas des entretiens, etc. Je peux pas faire un entretien avec mon père et ma mère. Donc, je laissais les choses venir et à chaque fois je cherchais mon crayon. Et donc après. Mon frère, Abdelrahman Rachir, qui est sociologue, citadin, etc., n'y voyait rien. Donc, il n'y voyait que du feu, parce qu'il n'y a ni l'arsenal un peu anthropologique, ni etc., etc. On t'en parle on était ceci, on te parle du nom, le nom relatif, l'origine, qu'est-ce que c'est que l'origine, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont émigré, etc., etc. Mais c'est ma sensibilité d'anthropologue qui a fait que j'ai pu écrire ce livre. Sincèrement, je n'avais pas l'intention de le publier. Je n'avais pas l'intention de le publier. J'ai dit à notre ami Ferrier, à Londres, il venait de perdre son père à l'époque. Je lui ai dit, j'ai arrêté d'interroger mes parents parce que j'ai l'impression de le dire, allez, maintenant on va écrire, on va terminer, basta. Et c'est irrationnel, mais c'est comme ça. Donc j'avais cette appréhension. Et puis par la suite, la rationalité a l'emporté. Bon, ça va, arrête. Tu écris, bon, s'ils partent pas. Bon, ils ne sont pas partis. Ils ont, le livre a été publié en 2012. Il a été traduit. Il a été lu par mon père parce qu'il lit en arabe. Et j'étais très content. Je l'ai dit au traducteur, il m'a dit c'est comme si c'était hier. Et j'ai dit Allah, ça va, tu as réussi ta traduction. Donc, les questions, c'est sur l'origine. La question de l'origine de l'asl. Vous lisez Rosen, vous lisez Geertz, vous les deux, vous lisez d'autres. Qu'est-ce que c'est que l'origine? Qu'est-ce qu'est la place de l'origine, etc. Donc, j'ai travaillé un peu sur ça. J'ai trouvé un labyrinthe, je n'ai pas trouvé l'origine. Un labyrinthe. Et donc, j'ai fait parler mon grand-père. Passage magnifique, pour moi d'abord, mais pour d'autres collègues qui m'ont dit qu'ils l'ont traduit en anglais ou en arabe, pour dire, bon voilà, notre identité n'a rien à voir avec la vôtre, donc vous avez un petit nom, Hassan Rachir, que vous allez transmettre, que votre père vous a transmis, mais moi j'ai vécu, mon nom c'est lié à ma biographie, j'ai eu 3-4 noms. Parce que j'avais la chance également de lire, de consulter les archives. Vous connaissez les soucis, ils ont cette passion pour les archives. Et donc le mariage, il s'appelait ceci, dans tel acte de vente, il s'appelait cela, etc. Et c'est arrivé à l'administration coloniale rationnelle. Lorsque les gens venaient pour le cadastre avec 3-4 actes adulaires,
mais avec Mohamed Labdi, Mohamed ceci, Doukale, et Mohamed Kada, etc. Elle dit, non, non, je vous jure, c'est la même personne. Oui, c'est des noms différents, mais c'est la même personne. Et donc il faudra ramener 12 témoins pour dire que derrière les différents noms, c'est la même personne. Sauf que là, c'est parce qu'il était dans telle tribu, et que là, le Adoul a beaucoup plus parlé de la grande tribu, et pas de la petite tribu, etc. etc. Et cela, bon, il racontait, ma mère me racontait, mais il faudra, ça n'a rien à voir avec le schéma interprété, il faudra capter le sens de ça, pas son sens. Son sens est également, bien sûr, le bienvenu, je le dis, voilà, pour elle, etc. Mais le sens de l'anthropologue, qu'est-ce que c'est qu'un nom relatif, qu'est-ce que c'est un nom fixe? Je ne suis pas le premier, Gellner en parle, Girs en parle, Rosen en parle également. Mais là, je le touche de près. Et l'une des questions à laquelle je n'ai pas pu répondre de façon précise, est-ce qu'on peut faire du terrain avec ses parents? Est-ce qu'on peut faire du terrain dans un espace familier? Je ne sais pas. Vous pouvez répondre à ma place. Moi, j'ai essayé. Donc voilà un peu ces quatre décennies, ou un peu plus. Non, un peu plus de 4 décennies, que j'ai un peu ramassé dans ce livre, 1973, 72, 2019. Donc j'espère que ça va être utile, surtout, je le dis, pour les jeunes chercheurs. Voilà, tu es concerné. Et toi aussi. Toi aussi, tu es concerné. Et donc, voilà, c'est tout simplement, je parle de la responsabilité civique. Il y a la responsabilité académique, nous sommes chercheurs, nous sommes enseignants, mais je pense que notre responsabilité civique est sociale, social responsibility. Ça n'existe pas chez nous, il faudra qu'on en parle beaucoup. La responsabilité sociale et civique de l'université, du chercheur, etc. Je pense que l'une de mes responsabilités civiques, c'est de partager cette expérience, de ne pas la laisser dans mes carnets de notes. Je vais encore faire plus, 5 minutes et je m'arrête, faire plus, je vais partager tout ça. Ça a été scanné aimablement par une étudiante qui n'est pas mon étudiante. Voilà, donc ça a été scanné, je vais partager mes carnets. Ça a été scanné par Khadija Semlali. Il y a les enregistrements avec les sédentaires, etc. Je ne sais pas, une vingtaine d'interviews que je vais partager, les photos, les carnets de notes, etc., sur un site prochainement. Donc, et donc, moi, sincèrement, donc, je serais heureux. Ce n'est pas un jeu narcissique. Quand on arrive à cet âge, basta, ça va. Donc, on n'est plus intéressé par ça. Donc, 23 ans à la limite, on peut le dire, oui, j'étais en Angleterre, regardez la photo, etc. Maintenant, je pense, le jeu peut être libéré avec les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu vas écrire sur ce jeu comme tu as écrit, sauf maintenant que tu es avantagé, que personne n'a les mêmes documents que toi. Personne ne peut avoir ces documents. D'autres collègues me disent, les autres le feront. Je ne rentre pas sur les autres, moi je m'en fous. Si je décède, je laisse ça. Donc, je m'en fous des autres. Pourquoi les autres? Je suis pas Jules César. Voilà un peu l'esprit de tout cela. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'épisodes dont je n'ai pas parlé. Donc, comme disait l'Indien, il faudra... Qu'est-ce qui me reste? C'est un anthropologue qui est resté une douzaine d'années avec un Indien, une quinzaine d'années en train de lui réciter les mythes. Et puis à un moment, l'Indien lui dit, bon, ça va, basta, il lui dit, c'est pas possible. Tu n'as plus aucun mythe. Mais dis si. Mais si je te dis tout, qu'est-ce qui me reste? Et donc même là dans le livre, il y a beaucoup de choses que je parle de la responsabilité de l'intellectuel, de la présence, de notre présence dans les médias, etc., dans l'espace civique, etc. Je ne peux pas en parler parce que... Donc je me suis dit, pour le chercheur, c'est déjà pas mal. Et puis pour l'intellectuel, pour le consultant, etc., même si j'en ai parlé un peu,
Bon, ça va venir par la suite. Merci. Merci beaucoup.